Le manoir du Tertre est une maison d'hôtes nichée au cœur de la forêt de Bruce Island. Il est renommé comme le plus hanté de la région. C'est au cœur de cette étrange bâtisse, située en Bretagne, que nous allons passer une nuit entière dans l'espoir de comprendre et capturer des preuves d'une possible hantise en ces lieux. C'est de la folie, ce lieu. J'ai senti une main glaciale caresser le cou comme ça. À travers la France, nous explorons des lieux étranges, cherchant à faire la part des choses entre nos croyances et la réalité. Bonjour à tous, je suis en terre bretonne, dans un lieu très spécial qui m'attire beaucoup et j'en profite du coup pour faire cette enquête. Donc je me trouve actuellement au manoir du Tertre, un haut lieu du paranormal avec des fortes histoires de hantise et donc on est là depuis quelques heures déjà. On est arrivé assez tôt ce matin, il était 9h30. Un endroit très calme, très paisible. Vous voyez autour des champs, la forêt, juste ici. Donc on est pas loin de Paimpont, hein, ça touche en fait. Voilà, c'est dans la localité de Paimpont. Donc bien évidemment c'est une enquête avec autorisation. Donc on a fait la rencontre du propriétaire. Très gentil, franchement. L'accueil est super. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour ce manoir, ce lieu, qui a son lot d'histoires très particulières, très précises. Voilà, c'est un homme qui s'investit dans le lieu, il le rénove, il est hyper attaché à l'histoire, il fait attention à ce que ce lieu reste dans l'histoire justement, que tout ça ne soit pas oublié. C'est un manoir qui est assez ancien, il a 400 ans, mais le site lui-même était bien plus ancien. L'ancien manoir a été détruit fin 19e. Il est resté cette partie construite après la mort d'Henri IV. Le manoir n'a pas d'histoire paranormale connue avant 1903. Il a été acheté par monsieur et madame Lefebvre, qui avaient une petite fille, Geneviève, qui était née en 1892 et qui entendait des esprits, qui voyait des esprits, qui communiquait avec depuis qu'elle était petite. Donc elle grimpe ici, donc elle a une dizaine d'années à peu près, 1892-1903, voilà, il y a une dizaine d'années. Et elle voit lui apparaître dans l'escalier, en 1904, un personnage vêtu de blanc avec une barbe. Un peu comme un druide, on ne sait pas qui c'est, un vieillard en tout cas, qui lui dit qu'elle va guérir de la tuberculose qu'elle avait contractée, et elle va guérir effectivement. Il lui dit que sa vie, qu'elle vivra psychiquement pendant des années et qu'elle guérira à la fin. Donc elle va guérir miraculeusement parce qu'on ne guérit pas de tuberculose à cette époque-là. Il lui dit qu'elle sera prophète et qu'elle sera un guide pour l'humanité. Ensuite, quelques années plus tard, à 16 ans, elle voit lui apparaître Saint Judicaël, qui est un saint de l'Église catholique. Un ancien roi de Bretagne aussi, et qui s'était retiré dans un monastère, enfin plutôt ermite, et qu'on a ressorti de force. Un peu, on lui a dit il faut absolument que tu reprennes le trône une fois que son frère est mort. Et lui qui voulait être moine, il finit roi et saint de l'Église catholique en raison de sa vie vertueuse et de sa doctrine catholique. Et lui apparaît une nuit et il lui dit à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu sauras, tu le tiendras de moi, tu n'apprendras rien des hommes. Alors ça va se vérifier,
Parce que elle va se mettre à enseigner dès qu'elle se marie. Elle se marie, je ne sais plus quand, dans la vingtaine, on va dire, avec un certain René Zepfel, qui est un officier de réserve alsacien, qui est féru d'occultisme lui aussi. Et donc ils font bon ménage, bien sûr, ils s'entendent bien sur ce sujet-là. Et elle va monter à Paris, elle va habiter rue Legendre, elle va fonder un centre spiritualiste, pour ne pas dire spirit, à Paris, où elle enseigne la spiritualité, sa sorte de spiritualité à elle, qui est quand même connue, c'est ce qu'on enseigne dans les milieux spirites. Elle enseigne à communiquer aux esprits, elle fait même la leçon à sa marraine qui est effrayée de tout ça. Elle donne des conférences dans les grandes salles parisiennes, salle Pleyel, Palais Chaillot, salle Gaveau, salle Wagram, tout ça. Elle qui n'a pas d'études, alors elle n'a pas d'études, elle a son certificat d'études, elle ne lit pas, enfin, elle sait lire et écrire, mais elle ne fréquente pas la bibliothèque, elle n'a pas de cours privés, jamais. Elle n'a pas de maître, voilà. D'où tient-elle sa science? C'est donc bien de son espèce de guide spirituel qu'elle le tient. Alors on voit que la prophétie se réalise, bien sûr. Alors c'est là où il y a un loup dans le dossier, parce que quand on prend les éléments du puzzle et qu'on veut les assembler, ça ne colle pas tout à fait. Saint Judicaël lui enseigne donc tout ce qu'elle réenseigne plus tard. Elle va enseigner des tas de choses, notamment la réincarnation. Alors, sur tous les sujets qu'elle enseigne, elle n'est jamais contredite par les grands pontes, qui connaissent ça par cœur, qui enseignent ça depuis des dizaines d'années pour certains. Donc on voit bien qu'elle maîtrise vraiment son sujet. Quand même, quand dans les grandes salles parisiennes, on donne des conférences devant 1000, 2000, 3000 personnes, c'est qu'on n'est pas tout à fait... On a quelque chose à dire, on va dire. Voilà, on n'est pas tout à fait bené, idiot, voilà. Alors c'est quand même curieux, elle va enseigner par exemple, c'est un exemple que je donne, mais il y en a d'autres, la réincarnation, on peut y croire, on peut aussi ne pas y croire, on peut être pour la réincarnation, on peut être totalement contre, on peut être totalement différent, mais là n'est pas le sujet. C'est qu'elle lui est enseignée par Saint Judicaël. Alors, comme je dis toujours, quand on prend un scénario pour apparaître aux humains, la fameuse entité, la Saint Judicaël, apparaît et lui enseigne des tas de choses. Si le lundi, la personne apparaît avec une carte d'identité, Monsieur X, qu'elle est débusquée comme un usurpateur, les esprits s'attirent plus vite que Photoshop, le mardi revient avec une autre carte d'identité. Voilà. Alors, si elle est supercherie, il faut quand même savoir la débusquer. Saint Judicaël prend un scénario pour apparaître et le viole aussi allègrement que les Américains avec les traités internationaux. C'est pas crédible. Il dit « je suis un saint de l'Église catholique » et il lui enseigne une hérésie par rapport au scénario qu'il a choisi lui-même. Donc on n'a pas besoin d'y croire. On peut y croire, on peut être indifférent, peu importe. Mais quand on prend les éléments de l'histoire, un simple enquêteur de police ou un historien se dirait « bah ça colle pas, ça s'imbrique pas. Il n'y a pas de réincarnation dans l'Église catholique. C'est un peu comme si on voyait Mahomet nous apparaître. Et au lieu de nous dire tu te convertis ou je te raccourcis, il nous dit qu'il faut boire de l'alcool. Ou manger du cochon. Ça serait pas cohérent, on lui dirait oui, t'es un esprit, c'est d'accord, mais t'es pas Mahomet. Moi je dis à Saint Judicaël, tu n'es pas un saint de l'Église catholique. Alors depuis le début, depuis qu'on m'a raconté l'histoire, depuis que j'ai vérifié dans ses livres d'ailleurs, le premier signe du manoir, j'ai dit c'est ça, mensonge, supercherie, usurpation de l'identité. Comme vous avez pu le constater, Grégoire est une bible d'informations très précises sur l'histoire de Geneviève Zepfel. Nous allons l'écouter attentivement pendant 57 minutes. C'est un véritable tsunami de récits sur tout ce qui se rapproche du manoir. Alors je comprends qu'il y a une curiosité naturelle et on doit résoudre ces questions, l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a après la vie après la mort. Je pense que ces recherches doivent être motivées par une soif de réponse sérieuse à ces questions-là, et pas de la simple curiosité mercantile. D'ailleurs, la plupart pas tous, mais la plupart des chercheurs, en fait, ça les tarote, c'est vraiment
une quête existentielle. Ça donne un sens. Ils en ont fait un business en parallèle, mais c'est ça. Je pense qu'il faut se méfier de ça. Il y a un fossé infranchissable entre le monde des morts et des vivants. La première condamnation d'ailleurs du spiritisme, parce que ça reste du spiritisme ce que vous faites quelque part. Il nous parle d'exorcismes ayant eu lieu dans le manoir et qui régulièrement sont toujours d'actualité. Il nous parle également de divers témoignages tout aussi précis sur les apparitions d'ovnis. Une base militaire se situe à 3 km de cette demeure. Il est donc pas impossible qu'une ou plusieurs anomalies ont pu être constatées par la population voisine dans cette zone. Avant de commencer cette enquête, je repense à toutes ces phrases entendues, toutes ces mémoires, ces énergies qui n'étaient que de passage ici, mais qui malgré tout se sont accumulées au sein de ces vieilles pierres. Il n'est donc pas impossible que Geneviève ait elle aussi laissé une trace des brides d'une époque qui aujourd'hui paraît si lointaine. C'est donc dans cet état d'esprit que nous allons dès à présent et à tour de rôle déambuler et partir à l'aventure au cœur de l'étrange manoir du Tertre. Bon, du coup, Sylvie commence cette enquête. Il est tard, hein. Il est plus d'1h du matin, très en retard sur l'heure qu'on commence habituellement, mais c'est pas un lieu qui est banal, c'est un lieu où il y a beaucoup à dire, donc on a pris beaucoup de retard. Bref, nous y sommes, on y est, ça y est, c'est parti pour une nouvelle expérience. Donc, comme on vous l'a dit, chaque pièce de ce manoir a une particularité. En l'occurrence celle-ci. Ce lit par exemple, c'est le lit où Geneviève a été posée après son décès. Donc les gens sont venus faire la veillée. Vous imaginez le truc, vous savez comment ça se passe. Et cette chambre est spéciale. Moi je m'y sens pas forcément mal. Au contraire, c'est pour moi la pièce la plus rassurante du lieu. Donc je vais pas parler très fort, mais vous avez le micro HF qui est juste là, donc vous allez bien m'entendre. Là, la caméra qui filme, c'est plus une caméra témoin. Bon bah ça y est. Ça commence.